Alors, voilà un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, l'investissement immobilier à l'étranger. C'est une super idée, mais ça soulève une question, et pas des moindres. Comment est-ce qu'on déclare ses revenus locatifs une fois de retour en Israël? C'est un vrai casse-tête pour beaucoup, alors on va décortiquer ça ensemble, simplement. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est devenu une vraie tendance de fond. Investir hors des frontières d'Israël, c'est une stratégie que beaucoup adoptent. Et on comprend pourquoi. Ça permet de diversifier son patrimoine, d'aller chercher de la croissance là où elle se trouve. C'est malin. Mais voilà, le succès de l'investissement amène la grande question. Les loyers commencent à tomber. Et là, que dit le fisc israélien? Quelles sont les règles du jeu? C'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Ok, voilà le programme. On va d'abord poser le problème fiscal. Ensuite, on verra qu'il y a deux chemins possibles pour la déclaration. On va explorer le premier, la voie détaillée, puis le second, la voie forfaitaire. On regardera aussi les règles un peu spéciales et les exceptions, super important. Et on terminera sur la question de comment choisir. Parce que oui, on peut choisir chaque année. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est de comprendre que la loi israélienne offre un choix. Il n'y a pas une seule façon de faire, mais bien deux. Et vous allez voir, le choix entre les deux est tout sauf anodin. C'est vraiment stratégique. Et voilà les deux options, face à face. D'un côté, la voie qu'on appelle détaillée. Là, c'est simple, on calcule le bénéfice net, c'est-à-dire les loyers moins toutes les dépenses, et on paie l'impôt sur ce qui reste. De l'autre côté, la voie forfaitaire. C'est encore plus simple, on prend le loyer brut, on applique un taux fixe, et c'est tout. Pas de calcul de charge. Ce sont vraiment deux logiques complètement différentes. Bon, regardons de plus près cette première voie, la détaillée. Le principe est assez intuitif en fait. L'idée, c'est de n'être taxé que sur le gain réel, c'est-à-dire le profit, une fois qu'on a retiré toutes les charges. Alors, comment ça marche concrètement? Ici, il n'y a pas de taux unique. L'impôt va dépendre de la tranche d'imposition marginale de chacun. En gros, ça veut dire que ce revenu locatif vient s'ajouter à tous les autres revenus. Donc, plus on gagne par ailleurs, plus le taux d'imposition sur ce bénéfice locatif sera potentiellement élevé. C'est un système progressif. L'avantage principal de cette voie, c'est bien sûr les déductions. On peut déduire énormément de choses, toutes les dépenses liées au bien, les frais de gestion, les réparations, mais aussi les frais bancaires pour l'acquisition. Et point absolument crucial, on peut obtenir un crédit d'impôt pour ce qui a déjà été payé à l'étranger. Ça évite la double imposition. Bon, ça a l'air super, mais évidemment, il est un mais, et il est de taille. Le gros inconvénient de cette voie, c'est qu'elle assujettit ses revenus à l'assurance nationale, le fameux Bitoa Léum. Et attention, ce n'est pas symbolique du tout. On parle d'un taux qui peut monter jusqu'à 12% sur les revenus qui dépassent un certain plafond. En 2023, c'était un peu plus de 31 000 shekels par an. C'est un coût supplémentaire qu'il faut absolument intégrer dans ces calculs. Ok, changeons de décor et passons à la deuxième route, la voie forfaitaire. Comme son nom l'indique, là, on est dans la simplification à l'extrême. C'est vraiment l'alternative pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec une comptabilité détaillée. Le chiffre à retenir, 15%. C'est tout. C'est un taux d'imposition fixe de 15% qu'on applique sur le montant total des loyers perçus, le revenu brut. Pas de calcul compliqué. C'est simple, c'est clair, c'est prévisible. Mais bien sûr, cette simplicité a un coût, et il faut bien le comprendre. En choisissant le forfait, on renonce à presque tout le reste. Fini la déduction des dépenses de fonctionnement. Et surtout, on ne peut pas déduire l'impôt qui a été payé à l'étranger. La seule unique déduction qui reste possible, c'est l'amortissement du bâtiment lui-même. Alors, si on met tout ça côte à côte, le choix devient plus clair. D'un côté, le détaillé, taux variable, beaucoup de déductions possibles, mais le bitoire Léomi en plus. De l'autre, le forfaitaire, un petit taux fixe de 15%, pas de bitoire Léomi, mais en contrepartie, presque aucune déduction. C'est vraiment ça, le cœur du dilemme. Maintenant, attention parce que ce serait trop simple s'il n'avait que ça. Il y a des cas particuliers, des règles spéciales et des exceptions qui peuvent complètement changer la donne. Et ça, il faut absolument les avoir en tête. Le cas le plus connu, c'est bien sûr celui des Olim Hadashim, les nouveaux immigrants. Pour eux, la règle est incroyable. Pendant les 10 premières années après l'Aliyah, les revenus passifs de l'étranger, comme les loyers, sont totalement exonérés d'impôts en Israël. Donc là, la question ne se pose même pas. Un autre exemple très parlant, c'est la convention fiscale entre la France et Israël. L'article 6 est très clair. Les revenus d'un bien immobilier situé en France ne sont imposables qu'en France. Donc, en théorie, si on a un appartement à Paris, on paie ses impôts en France et c'est tout. Pas de déclaration à faire en Israël sur ses revenus. Sauf que, et oui, il y a un sauf que, et il est énorme. Pour que cette super règle de la Convention s'applique, il y a une condition en or. Il faut que le bien soit détenu en nom propre, directement par une personne physique, pas à travers une structure.
Et voilà le piège classique dans lequel beaucoup tombent. En France, c'est très courant de détenir un bien via une SCI, une société civile immobilière. Le problème, c'est que pour le fisc israélien, une SCI est une société. Et donc, paf, l'avantage de la convention saute. Le revenu n'est plus protégé et redevient imposable en Israël. Et pour finir avec les pièges, 3 autres points à surveiller. 1. Si le bien est aux États-Unis via une LLC, il faut bien choisir son statut fiscal dès la première déclaration. 2. Au moment de la vente, la plus-value est taxée en Israël à 25%, même si on peut déduire l'impôt payé à l'étranger. Et 3. Un détail important, les cotisations sociales payées dans un autre pays, ce n'est pas considéré comme un impôt, donc on ne peut pas les déduire ici. Bon, après tout ça, la question c'est comment on choisit. La chose la plus importante à retenir, c'est que cette décision n'est pas à vie. Pas du tout. C'est un choix qu'on refait chaque année. Voilà, c'est exactement ça. On peut changer d'option tous les ans. Et ça, c'est une information capitale. Ça veut dire que chaque année, on peut et on doit réévaluer la situation pour optimiser. La meilleure option de l'année dernière n'est pas forcément la meilleure cette année. Concrètement, qu'est-ce qu'on regarde chaque année pour faire ce choix? Eh bien, plusieurs choses. Est-ce que la tranche d'imposition marginale a bougé? Est-ce qu'il y a eu des travaux importants, donc beaucoup de charges à déduire? Combien d'impôts ont été payés à l'étranger? Et un point très actuel, avec la hausse des taux d'intérêt, est-ce que les frais bancaires sont devenus un poste de dépense important qui mériterait d'être déduit via la première voie? On termine donc avec cette question, qui en fait une invitation à l'action. Maintenant que les deux options sont sur la table, avec leurs avantages et leurs inconvénients, est-ce que la stratégie qui a été utilisée jusqu'à présent est vraiment la plus judicieuse pour l'année qui vient? C'est le moment de se poser la question.